Eh bien, pour cette toute dernière partie de votre congrès, et vous l'attendiez, je vous demande d'accueillir le secrétaire général de l'enseignement catholique, Pascal Balmont. Je suis déçu, ça manque un peu de fumigène. Faudra faire mieux l'année prochaine. Bonjour, un grand bonjour à chacune, à chacun d'entre vous. Je voudrais commencer par vous dire, et c'est vraiment sincère, à quel point je suis touché par le thème de votre congrès. C'est vraiment, c'est beau, c'est bien, c'est mobilisant et motivant, parce que un temps pour rêver l'école, à mes yeux en tout cas, et aux vôtres aussi, j'en suis convaincu, c'est aussi et d'abord pour nous une manière de dire une espérance, de partager une espérance. Bien sûr, et c'est votre quotidien et c'est la grandeur de votre mission, bien sûr, il faut beaucoup de professionnalisme, il faut beaucoup d'expertise, il faut travailler au mode de fonctionnement, aux procédures pédagogiques, à l'organisation, etc., etc. Pour autant, nous le savons toutes et tous, rien de sérieux, rien de durable ne peut se faire sans une vision, sans une visée. Le reste est parfaitement second. On est bien d'accord, second, ça ne veut pas dire secondaire, mais le reste est second au sens strict du terme. Et dans cette perspective, moi, ce à quoi je nous invite tous ensemble, c'est à nous situer dans une attitude que j'appellerais une attitude de rêve raisonné. Là encore, raisonner, ça ne veut pas dire raisonnable. Raisonnable, c'est un peu triste, mais raisonner, ça veut dire rationnel. Il n'y a pas d'incompatibilité, me semble-t-il, entre l'exigence du rêve, de la vision, de la visée, et l'exigence de rationalité. Il s'agit d'articuler ce que j'appellerais la dimension prophétique et la dimension rationnelle. Un petit peu, et même beaucoup, de mon point de vue, à voir avec la démarche du réenchantement de l'école. Dimension prophétique, dimension rationnelle, ne surtout pas, me semble-t-il, rêver de l'école idéale. Interdisons-nous de rêver de l'école idéale, parce que dès qu'on parle de l'école idéale, on sort de la vie et on entre dans la contrainte. Je crois qu'il ne faut pas travailler à rêver d'une école idéale, il faut travailler à rêver d'une école vivante. Ce n'est pas la même chose. Une école vivante, c'est-à-dire une école en recherche perpétuelle d'ajustement. Cette école ajustée dont je rêve, elle existe déjà. C'est celle que vous faites vivre au quotidien. Simplement, il nous faut, tous ensemble, constamment, travailler à la faire vivre encore plus pleinement, encore plus profondément. Ça pourrait être, en tout cas ce sont les pistes que je voudrais partager avec vous, ça pourrait être une école de l'alliance et de l'hospitalité. Ça pourrait être une école de l'émerveillement et de l'initiative. Ça pourrait être, pour nous, une école de la fraternité et de la synodalité. Mais avant d'entrer dans le vif de mon propos à ce sujet, je voudrais m'offrir et vous imposer, de ce fait, une très rapide, aussi rapide que possible, parenthèse, sur 2 ou 3 points d'actualité qui nous concernent tous. Parce que pour qu'il y ait école, avant de rêver de l'école, pour qu'il y ait école, il faut que dans cette école, il faut avoir des professeurs. C'est le dossier des suppléants. Je ne peux pas tout vous dire, mais je ne peux pas tout vous dire, mais je peux vous annoncer que le 2 février, donc c'est la semaine prochaine, nous serons reçus, le nous, ce sont les présidents des organisations professionnelles et moi-même, au ministère, et qu'un certain nombre de propositions dont je connais déjà la teneur nous seront faites. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je peux vous dire que, en tout cas de mon point de vue, après, chacun a sa liberté, évidemment, heureusement, mais de mon point de vue, ce sont des propositions positives qui sont de nature à vraiment, vraiment faire avancer le dossier. Je voudrais aussi dire à ce sujet que, de mon point de vue, et là encore, parce que je respecte la liberté de chacun, j'assume la mienne, de mon point de vue personnel, il est légitime
que les positionnements, les stratégies, les tactiques des uns et des autres ne soient pas nécessairement systématiquement les mêmes. Et je nous demande, je m'inclus, je nous demande à tous de respecter cette pluralité et de la vivre sereinement et autant que faire se peut en communion. Pour qu'il y ait école, il faut aussi qu'il y ait des moyens. Là, on entre dans le dur. Mais si je n'en parlais pas, je ne serais pas honnête. Comme je m'efforce de l'être, vous savez aussi bien que moi quelle est la situation. Le paradoxe difficile dans lequel nous nous trouvons, ces 3 dernières années, une croissance record des effectifs de nos établissements, des établissements que vous dirigez. L'enseignement catholique, sur les 3 dernières années, a vu ses effectifs nationaux progresser d'environ 50 000 élèves. Et pour la rentrée 2018, une rentrée à moyens constants. Et nous savons pertinemment, parce que ça nous est dit très clairement, que dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, il en sera ainsi sur les rentrées suivantes, sur l'ensemble de la durée du quinquennat. Le résultat des courses, c'est que nous sommes confrontés à l'obligation de dessiner des compromis, ensuite avec bien sûr les arbitrages ministériels, mais dans les propositions que nous avons faites au ministère, qui ont donné lieu aux arbitrages ministériels dont vous connaissez maintenant pour l'essentiel les grandes lignes, nous sommes confrontés à l'obligation de la recherche de compromis insatisfaisants pour tout le monde, je le sais pertinemment. Un certain nombre d'entre vous dirigent des établissements qui sont situés dans des bassins de très forte croissance démographique et de très forte explosion de la demande qui leur est adressée. Et ceux-là, à bon droit, considèrent que les moyens qui vont arriver sur leurs académies respectives sont totalement insuffisants. Ils ont raison. D'autres parmi vous dirigent des établissements qui sont situés dans des zones de déprise humaine et démographique et considèrent que les moyens qui leur seront retirés sont beaucoup trop importants et massifs et mettent en péril la pérennité de l'établissement qu'ils dirigent. Ils ont raison, eux aussi. Et de ce fait, personne n'est content, et moi non plus. Que faire? Comment faire? 2 pistes qu'il nous faut travailler ardemment et urgemment. La première piste, c'est celle qui consiste à réfléchir tous ensemble, et un groupe de travail de la commission permanente se constitue, va se réunir dès les tout prochains jours à cet effet, réfléchir tous ensemble à ce que nous pouvons construire, enfin imaginer, rêver, construire, concevoir, mettre en œuvre, qui, tout en permettant d'assurer, parce que c'est bien l'essentiel, un service pédagogique de qualité aussi fécond que possible en faveur des élèves, permettent également des économies budgétaires et donc de nous donner du souffle. Je prends un exemple, comme ça je pourrais en donner d'autres, mais un exemple concret pour ne pas être dans le vide. Dans de petits collèges à faible effectif, au lieu d'avoir 4 divisions sur l'ensemble du cycle collège, imaginez des classes de cycle, de la modularité et fonctionner avec les moyens de 3 divisions. C'est pas grand-chose, mais vous multipliez le nombre d'établissements concernés, ça vous fait à l'échelle nationale une réserve de moyens. C'est un exemple, on pourra en trouver d'autres. C'est pas à moi de décider, mais c'est à nous tous ensemble de faire preuve de créativité, précisément pour nous ajuster à la situation qui nous est faite. La deuxième piste, c'est de construire une politique prospective nationale. Dans de nombreux territoires, bien sûr vous dans les établissements, mais par ailleurs aux échelles diocésaines ou académiques, dans de nombreux territoires, bien sûr, se développe un travail que je salue et que j'encourage de prospective. Mais nous n'avons pas jusqu'à présent, nous ne sommes pas jusqu'à présent donné les moyens d'une prospective concertée, j'insiste sur le terme, concertée mais nationale. Elle s'impose demain. Enfin, il me semble qu'elle s'impose. Et ce sera très certainement l'un des tout prochains dossiers dont va devoir s'emparer de manière résolue la commission permanente de l'enseignement catholique. Restera bien sûr la question un peu complexe par les temps qui courent du 80-20. Elle doit, à mon avis, être abordée sur un angle très territorial. À l'échelle nationale, posée aujourd'hui en période d'austérité, d'austérité budgétaire, en tout cas de rentrée à moyens constants, poser la question du 80-20 à l'échelle nationale, c'est politiquement assez peu audible.
En revanche, dans un certain nombre de territoires, nous sommes aujourd'hui dans des conditions exactement comparables à celles de la fin des années 50, c'est-à-dire des conditions qui ont prévalu à la rédaction et au vote de la loi Debré. Des besoins démographiques et scolaires en forte progression, un enseignement public en incapacité à lui seul d'y répondre, et donc de la place pour vos établissements, pour nos établissements, pour continuer du mieux possible à contribuer au service public d'éducation en répondant aux besoins. Je crois que nous ne pourrons pas traiter la question du 80-20 à une échelle nationale, que ce n'est pas la bonne approche, qu'en revanche, l'approche locale est sans doute, en tout cas c'est la clé que moi je vais m'efforcer d'employer dans les mois qui viennent pour permettre d'assouplir la situation qui est la nôtre, qui est la vôtre. Troisième point. Attendez, c'est pas fait, hein. Troisième point d'actualité, très rapidement. Pour qu'il y ait une école, il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des moyens, et puis, évidemment, il faut qu'il y ait des chefs d'établissement. Un mot quand même, parce que c'est important dans notre histoire commune. Depuis plus de 15 ans, les plus, je ne vais pas dire les plus anciens, mais les plus expérimentés d'entre vous l'ont vécu, ça fait plus de 15 ans que l'enseignement catholique travaille, ça a pris du temps, ça y est, c'est fait depuis mars dernier, statut unifié des chefs d'établissement de l'enseignement catholique. Quand on revient un tout petit peu en arrière, c'est pas rien cette affaire-là. Et croyez-moi, enfin, c'est pas, je ne dis pas ça pour faire mon Calimero, mais quand je vois les réactions des uns ou des autres que ce statut unifié des chefs d'établissement de l'enseignement catholique me vaut, ça prouve bien qu'il y avait du travail quand même à faire, hein, et qu'il reste du travail à faire pour le faire vivre dans les territoires, à la condition d'accepter, je vais le dire peut-être de manière désagréable pour vous, pardonnez-moi, d'accepter la progressivité qui seule permet d'avancer. Sinon, on n'y arrivera pas. De la même manière que nous travaillons dans le même esprit, je pense que le texte sera présenté au CNEC du mois de mars, à l'unification des parcours de formation, avec bien sûr des modules spécifiques, premier degré, second degré, mais pour l'essentiel, un tronc commun partagé. Donc un même statut, un même parcours de formation, et derrière ça, nous y employons dans notre dialogue avec les autorités ministérielles, derrière ça aussi, pour moi, la perspective de débloquer ce qui souvent localement reste bloqué, et je le regrette, à savoir la possibilité pour un collègue qui vient du premier degré de diriger un établissement du second degré et réciproquement, ou de diriger les deux ensemble. Et là aussi, je crois que sur un plan pédagogique, il y a un enjeu extraordinairement important dans la logique de l'école du socle. Voilà très rapidement pour les points d'actualité. J'en reviens maintenant, ou j'en arrive maintenant, à mon école rêvée, peut-être en partie la vôtre, en tout cas celle que je vous propose. D'abord, donc, je le disais, une école de l'alliance et de l'hospitalité. L'alliance. Le chapitre 8 du Deutéronome, archi connu, l'éducation d'Israël au désert. Le Seigneur t'a donné à manger la manne. Le Seigneur t'a donné à manger la manne. Nous ne sommes pas nos propres créateurs. Nous sommes des héritiers. Nous sommes nourris. Et il faut l'assumer dans la reconnaissance et dans la joie. Et lutter contre la culture ambiante qui voudrait refuser la notion d'héritage. Un héritage, ça n'emprisonne pas. Un héritage, ça n'écrase pas. Un héritage, c'est ce qui nous porte et ce qui nous fait grandir. Vous garderez les commandements. Le cadre sécurise. La loi protège. Les commandements ouvrent vers un avenir parce qu'ils construisent une relation durable. Le cadre n'est pas fascisant ou totalitaire. Il faut se calmer là-dessus. C'est le cadre qui garantit la liberté. Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile. Tout est là. Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile. L'école comme chemin de confiance. Héritage, cadre, croissance et confiance, c'est bien une école à faire vivre comme une école de l'alliance et comme une école de la promesse. J'ai bien dit l'alliance, beaucoup plus que le contrat. Sur un plan je ne parle pas du contrat d'association, mais sur un plan éducatif et pédagogique, la notion d'alliance me paraît infiniment plus riche et plus porteuse que la notion de contrat, qui est au fond un peu du donnant-donnant, je me méfie, je n'ai pas confiance et je me préserve. L'alliance, c'est nous nous donnons l'un à l'autre, parce que nous nous faisons grandir l'un l'autre.
une école de l'Alliance, une école de l'hospitalité. Saint Paul, la lettre aux Hébreux, le chapitre 13. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns d'entre vous, sans le savoir, ont accueilli des anges. Vous avez plein d'anges dans les établissements que vous dirigez. Est-ce que vous savez les reconnaître? En général, on ne sait pas, c'est après qu'on voit les ailes pousser. Mais c'est magnifique de savoir qu'il y a plein d'anges qu'on accueille sans le savoir. Une école de l'hospitalité, c'est une école inclusive. C'est une école du dialogue, du brassage, de la rencontre et de la mixité sociale, culturelle, scolaire. Une école de l'hospitalité, c'est pour moi une école catholique qui ne se lave pas les mains de la situation des mineurs non accompagnés. Vous le savez sans doute, nous sommes confrontés à une véritable bombe à retardement qui va fatalement exploser d'une manière ou d'une autre. Officiellement, plus de 25 000 mineurs non accompagnés sur le territoire national. Dans la vraie vie, sans doute 40 000. Et le chiffre progresse de manière exponentielle. Nous ne pouvons, de mon point de vue, nous ne pouvons pas considérer que ça ne nous regarde pas. Le 7 mars prochain, le secrétariat général organise une journée nationale de sensibilisation à l'accueil scolaire. C'est notre job, faisons pas autre chose, mais à l'accueil scolaire des mineurs non accompagnés. Plus largement, plus globalement, une école de l'hospitalité, c'est une école dans laquelle chacun se sent reconnu, dans laquelle chacun, y compris les adultes, se sent à sa place. Une école, deuxième moment de mon rêve, une école de l'émerveillement et de l'initiative. Dans Laudato Si, le pape François n'arrête pas de nous inviter à l'émerveillement, et derrière l'émerveillement, c'est plus important encore, à la gratitude. L'émerveillement et la gratitude devant ce qui nous est confié. Bien, par analogie, moi je me dis que tous ensemble, nous le faisons, mais plus que jamais, nous avons à cultiver dans les établissements une certaine fraîcheur par rapport au savoir. Cultiver la joie du savoir, cultiver l'enthousiasme du savoir, donner accès au sens, au questionnement, à la beauté. Pour le dire autrement, l'école dont je rêve, c'est une école qui se libère de l'utilitarisme à courte vue. Regardez par exemple les débats sur le latin. Justifier le latin parce que c'est utile le latin pour comprendre le sens des mots. De mon point de vue, c'est du pipeau. Le latin, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Parce qu'en revanche, c'est intellectuellement très formateur. Le grec, peut-être même encore plus. L'idéal, c'est de faire les deux, mais bon, ça finit par faire beaucoup. Mais le latin, ça, si on cherche à justifier une discipline, je prends l'exemple du latin, mais on pourra en donner une autre. Si on cherche à justifier une discipline par je ne sais quelle utilité immédiate, à mon avis, on se trompe. À mon avis, on fait fausse route. On ne convaincra pas grand monde. Les bons élèves sages, mais les bons élèves, ils n'ont pas besoin d'être convaincus. C'est les autres qu'il faut convaincre. Ce n'est pas l'utilité des savoirs qui importe. Ce qui est important, c'est de faire comprendre, de faire partager le fait que les savoirs sont un levier de croissance, de compréhension du monde, de capacité d'action sur le monde, bref, les savoirs comme usage du monde, comme clé de la vie, et comme usage d'un monde à aimer. Aimer le monde, s'émerveiller dans tout ce qu'il y a de beau, dans la vie, dans la culture, dans les savoirs, mais s'émerveiller aussi et plus encore devant les capacités de chacun, devant les richesses de chacun. Et ça, c'est une école qui encourage l'initiative, qui favorise l'esprit d'initiative, j'ai envie de dire l'esprit d'aventure, l'esprit d'expérimentation, l'esprit de recherche. C'est pas grave de se tromper, on a le droit de se tromper. C'est comme ça qu'on progresse. Il faut prendre des risques. Moi, l'école dont je rêve, ce n'est pas une école du conformisme, ce n'est pas une école du formatage. C'est bien une école de l'initiative. Une école au sein de laquelle les équipes sont encouragées à prendre des initiatives. Une école au sein de laquelle l'institution encourage et soutient les équipes et les chefs d'établissement dans cette culture de l'initiative. Et pour y parvenir, troisième moment de mon rêve, cette école, en tout cas la nôtre, c'est à mes yeux, elle est
l'une de ses exigences, une des exigences majeures auxquelles elle est appelée à répondre, elle a vocation à être une école de la fraternité et de la synodalité. Je dis bien la fraternité, vous le savez, parce que je me répète souvent, j'ai un peu de mal avec la notion de vivre ensemble, ou avec l'expression vivre ensemble, qui de mon point de vue n'est pas très riche, ne va pas très loin. Quand on parle de vivre ensemble, au fond, on parle de coexistence pacifique. Vivre ensemble, c'est de ne pas trop me friter avec mon voisin, surtout si mon voisin est plus grand et plus costaud que moi. Peut-être pas un projet de vie ou un projet de société extraordinairement exaltant, enfin, de mon point de vue. Moi, je préfère parler de la fraternité. Une fraternité qui se trouve au cœur de l'ADN de l'école catholique. Frères parce que tous enfants du même père. Ce n'est pas un vague sentiment humanitaire. Si on en reste au stade du vague sentiment humanitaire, on se dit que la fraternité, c'est d'avoir des relations amicales avec mon ami. Mais ce n'est pas une question, ça, ce n'est pas un enjeu. La véritable question, c'est « je fais comment ?» avec celui qui, précisément, n'est pas mon ami. Je vis comment la fraternité avec celui dont je ne suis pas proche, affectivement, culturellement, que sais-je encore. Voilà. On n'est pas du tout dans le sentimentalisme. On est dans une vérité qui appelle, dans une vérité qui exige. Une vérité à laquelle nous devons, de mon point de vue, former l'ensemble des membres de nos communautés éducatives. L'Église comme sacrement de la fraternité, et donc l'école catholique, par analogie, comme sacrement de la fraternité. Et je dis bien l'école. Pardon d'enfoncer des portes ouvertes. Quand on parle d'école catholique, on parle bien d'abord d'un lieu d'enseignement. En quoi ce qui se vit dans nos établissements sur le terrain de l'enseignement, en quoi cela nourrit-il notre projet éducatif ? Vous le savez sans doute, j'aime bien provoquer un peu, donc je vais être désagréable. Peut-être pas. Enfin, en tout cas, je vais être un peu dans l'exagération, mais pas tant que ça. Nous connaissons tous, pas chez vous, sûrement pas, nous connaissons tous des établissements qui développent de magnifiques actions d'éducation à la solidarité. Je ne me moque pas, je ne critique pas, c'est nécessaire, c'est très bien, je salue, j'encourage, je soutiens. Là où ça me gêne, c'est quand dans le même temps, ces mêmes établissements qui développent de magnifiques actions d'éducation à la solidarité déploient des pratiques pédagogiques dans la classe qui relèvent de la lutte de chacun contre tous. Et j'essaie de le dire de manière euphémiste. C'est d'abord dans la pratique pédagogique que se joue l'expérience de la fraternité et l'éducation à la fraternité. C'est dans la pratique pédagogique et dans ce qui se vit en classe que se joue la cohérence entre notre projet d'éducation et le quotidien vécu à hauteur d'élève. L'Église a vocation à être fraternité, l'école catholique a vocation à être un laboratoire de fraternité. Et notre Église, parce qu'elle est fraternelle, elle se déploie sur le registre de la synodalité. Je vais faire mon cuistre 30 secondes. Synodos, sun avec, odos, le chemin. La synodalité, c'est marcher ensemble. Le premier synode de l'histoire de l'Église, vous le trouvez au chapitre 15 des Actes des Apôtres, que bien sûr vous connaissez par cœur. Donc je rappelle pour les distraire rapidement, ça vient d'Antioche. À Antioche, ils savent pas, dans la première communauté chrétienne d'Antioche, ils ne savent pas très bien quoi faire avec les nouveaux frères qui ne sont pas issus du judaïsme. Donc très concrètement, faut-il ou non leur imposer la circoncision ? À Antioche, on n'arrive pas à y voir clair, donc on délègue quelques mandatés pour aller questionner la maison mère, le siège, Jérusalem. Et alors là, relisez Acte 15, vous verrez, ça se frite sévère. Il y a un vrai débat, fraternel certes, mais viril, vif. Oui, parce que je me méfie. Un débat, on est complètement dans l'horizontalité de la parole libre. Et ça part dans tous les sens. Et puis après le temps de l'horizontalité de la parole libre, intervient
la verticalité d'une parole d'autorité. Pierre et Jacques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la parole d'autorité verticale de Pierre et de Jacques, elle s'appuie sur la parole avec un P majuscule, les Écritures. Et dans ce croisement entre la parole horizontale et la parole verticale, se construit peu à peu une prise de décision. En l'occurrence, on leur dit non, on les accueille comme ils sont, pas besoin de circoncision. Mais ce n'est pas tellement la fin de l'histoire qui m'intéresse, enfin, encore que, mais c'est surtout le début, enfin le processus qui m'intéresse. Vous voyez bien où je veux en venir. Ce que je pointe ici, c'est qu'on n'est pas dans une logique démocratique. Alors, ne faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas du tout en train de contester la démocratie, surtout pas. En revanche, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas dans une démarche démocratique au sens arithmétique du terme, il n'y a pas de vote à la fin. Vous voyez ? En revanche, on se trouve dans une démarche fraternelle qui permet la progressive construction d'une communion en vue d'une décision qui n'est pas prise démocratiquement, mais qui est construite fraternellement par la démarche synodale. Je décode encore un peu plus. Vous savez que le Concile Vatican II a largement remis sur le devant de la scène toute cette tradition synodale de l'Église catholique. Vous savez aussi que le pape François appuie largement dans ce sens, synode de la famille, synode des jeunes demain, etc. Et on voit bien dans notre pays comment un certain nombre de diocèses ont lancé, vivent des démarches synodales. Et comment ils en parlent? Je vous prends un exemple, j'aurais pu en donner un autre, mais parce que je trouve que la formule est extrêmement pertinente, enfin extrêmement claire, pardon. Ce sont les actes du synode diocésain de Rodez, il faut dire Rodez quand on est là-bas, enfin de Rodez, des actes qui ont été publiés par Monseigneur Fonlup, l'évêque de Rodez, en juin dernier, en juin 2017. Je lis juste une phrase. Le synode est simultanément et inséparablement un acte de gouvernement de l'évêque et un événement de communion. Il y a bien un pilote, il n'y en a pas 50, il y a un pilote qui assume sa responsabilité, sa mission ecclésiale de pilotage, c'est l'évêque. Acte de gouvernement. Mais son pilotage, il le construit dans un événement de communion synodale et horizontale. Voilà, je me dis qu'il y a là, pour nous, tous ensemble, une clé que nous avons tout intérêt à travailler le plus largement possible. Et je crois que cette clé, elle ouvre l'une des portes de l'école dont moi je rêve en tout cas. Je conclus en disant que pour faire vivre cette école ajustée, cette école du rêve raisonné, cette école qui existe déjà, que vous faites vivre, et je vous remercie de la faire vivre, mais que nous avons tous à déployer encore plus, je crois qu'il nous faut combiner 3 fonctions. Et là, je m'appuie sur la réflexion d'un chercheur, professeur à l'Université catholique de l'Ouest Angers, qui s'appelle Bertrand Berger, qui publie des choses toujours très intéressantes. Et Bertrand Berger distingue bien la fonction de résistance, la fonction de prophétie et la fonction d'expertise. Et je crois qu'il faut effectivement les 3 à la fois, dans une communauté quelle qu'elle soit, dans une communauté éducative, dans l'école dont nous rêvons. Fonction de résistance, à quoi sommes-nous capables de dire non? À quoi, dans la culture ambiante, matérialiste, individualiste, enfin je ne sais pas, à quoi voulons-nous dire non? Jean Moulin. Fonction de prophétie, il ne suffit pas de dire non. La figure d'Élie, la figure... Enfin, à quoi voulons-nous dire oui? Dire non ne suffit pas. Qu'est-ce que nous voulons construire ensemble? Qu'est-ce que nous voulons rêver? Fonction d'expertise, parce qu'il faut aussi avoir les pieds dans la vraie vie. La question du comment on s'y prend, la question du processus. Et je crois que si on est uniquement dans l'une de ces 3 fonctions, eh bien évidemment on est amputé. Et que la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'essayer de faire vivre, d'articuler les unes aux autres ces 3 fonctions de résistance, de prophétie et d'expertise. Alors vous, je ne sais pas, moi je suis parfaitement conscient du fait que je suis incapable, de par mes ressources personnelles, de porter en moi ces 3 dimensions. Mais je crois que l'important, c'est de repérer laquelle ou lesquelles des 2 on est capable de porter à peu près, et puis de s'entourer de telle sorte qu'autour de nous, eh bien, les frères complètent et apportent telle ou telle autre dimension que nous ne sommes pas capables de porter. Pour tout ça, il faut beaucoup d'espérance, il faut beaucoup de passion. Alors je finirai avec René Char. Impose ta chance,
Serre ton bonheur, pas du verbe servir, mais du verbe serrer, serrer de près. Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est tout le bonheur que je vous souhaite en vous remerciant de tout votre engagement.